Ma fiancée m'a demandé de faire une pause pour réfléchir et revoir son ex qui l'avait trompée. J'ai vendu ma maison, traversé le pays, coupé tout contact. 8 mois plus tard, sa vie s'est complètement effondrée. J'avais un peu plus de 30 ans à l'époque, ma vie était, à bien des égards, stable et suivait une direction que j'avais planifiée avec soin. La personne centrale dans cette histoire, en dehors de moi, c'est mon ex-fiancée, Sarah, qui avait alors 30 ans. Nous avions partagé 4 années ensemble, dont la dernière en tant que fiancés. Nous vivions dans une maison que j'avais achetée avant nos fiançailles. Elle était uniquement à mon nom, une décision financière prise en fonction de mes économies et de l'aide de ma famille, bien avant que Sarah n'occupe une place importante dans ma vie. Elle avait emménagé avec moi environ 2 ans après le début de notre relation. Parmi les personnes qui apparaissent aussi dans cette histoire, il y a l'ancien petit ami de Sarah, James. Il avait été son compagnon avant moi, et leur relation, d'après ce qu'elle m'avait confié, s'était terminée lorsqu'elle avait découvert qu'il la trompait depuis un moment. Ses parents, ainsi que sa sœur cadette Clara, ont aussi été informés de la situation à mesure qu'elle se déroulait. À mes yeux, notre histoire avait commencé sur des bases solides. Nous nous étions rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun, nous étions sortis ensemble pendant 1 an avant de vivre sous le même toit, puis encore 2 ans plus tard, je lui avais demandé sa main. Notre relation semblait fondée sur des intérêts partagés, et ce que je percevais comme un respect mutuel. Sarah connaissait bien ma situation financière. La maison, par exemple, avait été achetée grâce à une combinaison d'économies personnelles et d'un héritage de mes grands-parents. C'était une maison confortable avec 3 chambres, située dans un quartier résidentiel calme, largement suffisante pour nos besoins et pour nos projets, qui incluaient le mariage et, peut-être, la création d'une famille dans les années à venir. Sarah participait aux dépenses du quotidien, comme les factures d'électricité ou les courses, mais elle n'avait aucun droit sur la propriété. C'était un accord clair, établi dès le début, et jamais remis en question. James, son ex, faisait partie de son passé. Je savais qu'il avait compté, elle avait été très transparente à son sujet. Leur relation avait duré environ 2 ans et s'était mal terminée. Elle m'avait souvent parlé de la douleur et de la trahison qu'elle avait ressentie. Pour moi, tout cela appartenait à une autre époque, quelque chose qu'elle avait dépassé, surtout avec nos fiançailles et notre vie commune. Environ 6 mois avant que tout ne bascule, j'ai commencé à remarquer de petits changements dans son comportement et sa manière de parler. Le nom de James, qu'elle mentionnait rarement autrefois, revenait plus souvent, même si c'était de façon anodine. Elle disait avoir vu une publication de lui sur les réseaux, ou avoir eu des nouvelles via un ami commun. Je n'y ai pas prêté attention au début. Les gens du passé refont parfois surface sans prévenir. Mais petit à petit, elle parlait plus souvent de son passé, se posait des questions, comparait certains choix de vie. Elle devenait plus agitée, comme en proie à une certaine incertitude difficile à cerner. Elle était un peu plus distante, souvent absorbée par son téléphone, l'air préoccupé, parfois même absente. Quand je lui demandais si tout allait bien, elle me répondait vaguement, disait que c'était à cause du travail, ou de la fatigue. Les choses ont changé pour de bon quand, environ 3 mois avant sa demande de pause, elle m'a annoncé que James l'avait recontacté directement. D'après elle, il avait pris contact pour s'excuser de son comportement passé, exprimant des regrets et affirmant avoir beaucoup changé. Elle disait avoir été surprise par ce message, mais aussi curieuse. Elle voyait cela comme une forme de besoin de tourner la page, d'écouter ce qu'il avait à dire. Je me souviens lui avoir dit que ce genre de fermeture, on la trouve souvent en soi, pas chez celui qui a causé la blessure. Mais je ne lui ai pas interdit de lui parler. Je crois qu'une relation fondée sur la confiance ne doit pas dicter qui l'autre peut fréquenter ou non, même si j'ai exprimé mon malaise, vu leur histoire. Dans les semaines suivantes, il est devenu évident que leur échange n'avait rien d'occasionnel. Sarah envoyait des messages jusque tard dans la soirée, sortait parfois de la pièce pour prendre des appels. Quand je l'ai interrogée, elle a reconnu qu'il parlait régulièrement. Elle décrivait James comme quelqu'un de très convaincant, lui présentant le portrait d'un homme transformé, rongé par les remords. Elle s'est mise à parler de souvenirs qu'ils partageaient, de voyages qu'ils avaient faits ensemble, de petites blagues d'autrefois. C'était comme si elle redécouvrait cette relation, non plus comme une blessure, mais avec une certaine nostalgie. Le vrai signal d'alerte est arrivé quand elle a commencé à faire des comparaisons entre James et moi, ou plutôt entre ce qu'elle avait vécu avec lui, et ce qu'elle vivait avec moi. Elle m'a confié avoir parfois le sentiment d'être passée à côté de quelque chose, d'une forme de passion qu'elle ne retrouvait plus. Elle disait que notre vie était paisible et stable, mais se demandait parfois si cela lui suffirait pour les années à venir. Cela m'a profondément troublé, car c'était justement ces qualités que nous avions toujours dit apprécier tous les deux. J'ai tenté d'aborder le sujet avec elle, calmement. Je lui ai demandé ce qui avait changé,
ce qu'elle ressentait comme manquant dans notre couple. Ses réponses étaient souvent contradictoires. Elle me disait qu'elle m'aimait, qu'elle tenait à notre vie ensemble, mais exprimait aussitôt des doutes sur ses propres sentiments et sur son bonheur futur. Elle faisait fréquemment référence à James et aux scénarios hypothétiques du type « et si ». Il est devenu évident qu'elle était profondément partagée, ou peut-être était-elle simplement en train de retomber dans une ancienne dynamique. La semaine précédant sa demande de pause, elle est allée prendre un café avec James pour rattraper le temps, selon ses mots. Elle m'en avait parlé à l'avance, en le présentant comme une rencontre innocente, dans le seul but de clore définitivement ce chapitre. Je ne me suis pas opposé, mais j'ai clairement exprimé que cela me mettait mal à l'aise, surtout compte tenu de son comportement récent et des doutes qu'elle avait exprimés. Elle y est tout de même allée. À son retour, elle était distante et évasive, donnant très peu de détails sur leur conversation. Elle s'est contentée de dire que c'était intéressant, et que James avait effectivement beaucoup changé. L'ambiance à la maison est devenue tendue pendant les jours qui ont suivi. La conversation qui a tout bouleversé a eu lieu un samedi matin. J'avais prévu qu'on passe la journée ensemble, peut-être faire une randonnée, dans l'espoir de nous reconnecter. Mais avant même que ces projets ne commencent, dans cette même pièce où nous avions déjà discuté de notre mariage et de notre avenir, elle a entamé la discussion en me disant combien elle m'appréciait, combien elle était reconnaissante pour la vie que nous avions construite ensemble. Puis elle a basculé vers son conflit intérieur, disant qu'elle se sentait perdue dans ses sentiments. Elle a de nouveau parlé de James, affirmant que le fait de l'avoir revu avait ravivé d'anciennes émotions, au point qu'elle se demandait si elle avait commis une erreur en le quittant, ou plutôt, si elle ne devait pas explorer la possibilité qu'il reste quelque chose entre eux, maintenant qu'il affirmait avoir changé. C'est alors qu'elle a formulé sa demande. Elle voulait une pause dans notre relation. Elle était précise, disant qu'elle avait besoin de temps, quelques semaines, peut-être un mois ou deux, pour explorer ce lien avec James. Elle a suggéré qu'elle pourrait aller chez sa sœur Clara, ou trouver un logement temporaire. Durant cette période, elle souhaitait sortir avec James, afin de déterminer si ce qu'elle ressentait était réel, ou simplement une forme de nostalgie. Elle a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas de vouloir mettre fin à notre histoire de manière définitive, mais qu'elle avait besoin d'espace et de liberté pour clarifier ce qu'elle avait dans le cœur, pour être sûre avant le mariage. Elle est même allée jusqu'à dire que cette exploration pourrait, au final, faire d'elle une meilleure partenaire pour moi, ou bien lui confirmer que James n'était qu'une erreur, ce qui renforcerait notre couple sur le long terme. Elle m'a demandé de faire preuve de compréhension et de patience. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. Intérieurement, ce que j'ai compris, c'est que ma fiancée me demandait de suspendre notre engagement et notre vie commune pour qu'elle puisse expérimenter une relation avec un ancien petit ami qui l'avait trompée par le passé. Pour moi, sa demande avait un caractère définitif. Bien qu'elle la présentait comme une pause temporaire, je l'ai perçue comme une rupture profonde du pacte que représentaient nos fiançailles. Lorsqu'elle a fini de parler, je ne me suis pas lancé dans de longues explications, ni dans des supplications. J'ai simplement posé quelques questions pour m'assurer que j'avais bien compris les termes de sa proposition, à savoir qu'elle comptait activement entamer une relation romantique, et probablement physique, avec James pendant cette pause. Elle a confirmé que c'était bien son intention, affirmant que c'était la seule façon de vraiment savoir. Ma réponse a été immédiate, calme et claire. Je lui ai dit que si elle ressentait le besoin d'explorer une relation avec un autre homme, alors notre relation était, dans les faits, terminée. J'ai précisé que je ne jouerais pas le rôle de remplaçant, ni ne participerais à une situation où notre engagement serait mis en attente pendant qu'elle allait voir ailleurs. Je lui ai dit que je ne l'attendrais pas, qu'elle n'aurait pas à choisir entre moi et son ex-infidèle. J'ai expliqué que sa demande en elle-même démontrait un manque profond de respect envers moi, et envers les vœux que nous étions censés échanger. Je lui ai dit que je considérais nos fiançailles et notre relation comme terminées, à compter de cet instant. Elle a eu l'air surprise, peut-être s'attendait-elle à une négociation ou à une réaction plus émotive de ma part. Elle a tenté de m'expliquer que je comprenais mal ses intentions, que cela relevait d'une confusion personnelle et non d'un manque d'amour pour moi. J'ai réaffirmé ma position. Le simple fait qu'elle veuille explorer une relation avec un autre homme marquait, à mes yeux, la fin de la nôtre. Sarah était visiblement sous le choc de ma décision. Elle a essayé de faire marche arrière, suggérant que peut-être cette pause n'était pas nécessaire, ou que nous pouvions en discuter davantage. Mais la demande avait été faite, et le fond de sa pensée était désormais clair pour moi. Je lui ai dit que la confiance et l'engagement que je pensais exister entre nous avaient été brisés de manière irréversible par sa proposition. J'ai ajouté que puisqu'elle avait besoin d'espace pour explorer les choses avec James, je m'assurerais qu'elle en ait autant qu'elle le souhaite. Je lui ai dit qu'elle devait faire ses valises et organiser son départ. Je lui ai suggéré de poursuivre son plan d'aller chez sa sœur, ou de trouver ce logement temporaire, car elle ne vivrait plus avec moi. Ce même samedi après-midi,
Après qu'elle a quitté la maison dans un état de détresse, probablement pour aller chez Clara ou pour réfléchir, j'ai commencé à agir. Ma décision n'a pas été dictée par la colère, mais par une lucidité glaciale. La relation était finie, l'avenir que nous avions projeté ensemble annulé. Il devenait donc logique de démanteler l'infrastructure de cette vie commune. Ma première action a été de contacter un serrurier. En quelques heures, toutes les serrures de la maison ont été changées. J'étais le propriétaire, c'était ma maison, elle n'y avait aucun droit légal. Ma deuxième action, menée durant le reste du week-end, a été de préparer la maison pour la vente. Cela a impliqué de trier certains effets personnels de Sarah, les plus faciles à déplacer, qui étaient mélangés aux miens dans les espaces communs, comme des vêtements, des produits de toilette et quelques objets décoratifs. Je les ai rangés soigneusement dans des cartons et stockés dans le garage, en prévoyant de lui organiser une récupération. J'ai également commencé à désencombrer et à dépersonnaliser la maison afin de la rendre plus attrayante pour les acheteurs potentiels. Le lundi matin, j'ai contacté une agente immobilière fortement recommandée. Je lui ai expliqué brièvement la situation, disant que j'étais célibataire et que je devais vendre la maison rapidement à cause d'une opportunité professionnelle que j'allais probablement saisir. C'était en partie vrai, puisque j'ai aussitôt commencé à réactiver mon réseau professionnel pour chercher un poste dans un autre état. Je voulais une vente rapide, sans complications. L'agente a été efficace, et la maison a été mise sur le marché en quelques jours. Le contexte était favorable à la vente. En parallèle, j'ai lancé des recherches d'emploi dans un autre état. Depuis plusieurs mois déjà, j'envisageais un changement de carrière, en quête de nouveaux défis. Cette rupture a été le déclencheur. J'ai mis à jour mon CV, contacté des anciens collègues et postulé à plusieurs postes dans une ville sur la côte opposée, qui offrait de belles perspectives dans mon secteur et un changement d'environnement complet. Le stockage cloud que nous utilisions pour les photos, certains documents et sauvegardes étaient un autre point à gérer. Il contenait plusieurs années de souvenirs partagés. J'ai téléchargé tous les fichiers et photos qui m'appartenaient exclusivement ou pour lesquels j'avais un droit légitime, puis j'ai supprimé ces accès, et ensuite les dossiers partagés. C'était une rupture numérique. J'ai communiqué avec Sarah de manière minimale. Quand elle m'a contacté en exigeant de savoir pourquoi les serrures avaient été changées, je lui ai répondu par message que notre relation était terminée, que la maison était en vente et qu'elle devait convenir d'un moment avec mon agente ou une personne de confiance désignée pour venir récupérer ses affaires. Je n'ai pas engagé de discussion supplémentaire. J'ai précisé que toute communication future serait strictement logistique. Sans surprise, elle était furieuse et bouleversée. Elle m'a accusé d'être sans cœur, impulsif. Elle affirmait qu'elle était simplement confuse, que ma réaction était excessive. Je n'ai pas débattu. Ma décision était prise. La maison, grâce à son emplacement, son état et une stratégie de prise agressive, a reçu une offre au bout de 2 semaines. C'était une offre au comptant, légèrement inférieure au prix demandé, mais sans condition. Je l'ai acceptée. La signature finale était prévue pour 30 jours plus tard. Pendant cette période, les tentatives de contact de Sarah se sont intensifiées, mêlant appels, messages et courriels. Je n'ai répondu à presque aucun d'eux. Quand ces messages sont devenus injurieux ou trop émotionnels, j'ai bloqué son numéro et son adresse mail. Je l'ai également bloqué sur tous les réseaux sociaux. J'ai demandé à mon agente immobilière de gérer toute communication concernant ses affaires. Elle les a finalement récupérées avec l'aide de sa sœur Clara. Je n'étais pas présent lors de la récupération. La vente de la maison s'est conclue environ 6 semaines après la demande de pause de Sarah. À ce moment-là, j'avais déjà accepté une offre d'emploi prometteuse dans le nouvel état. L'offre incluait un accompagnement pour le déménagement, ce qui a accéléré le processus. J'ai vendu certains meubles, mis l'essentiel en garde-meubles, et chargé ma voiture. J'ai traversé le pays. Tout s'est passé rapidement. J'ai trouvé un appartement temporaire dans ma nouvelle ville, j'ai commencé mon nouveau travail et j'ai entrepris de reconstruire une nouvelle vie. Je me suis concentré sur le travail, sur la découverte de la ville, et sur la reprise de contact avec quelques anciens amis de la fac qui habitaient dans les environs. J'ai fait un effort conscient pour ne pas m'attarder sur ma relation passée, si ce n'est pour en tirer des leçons sur les limites saines et les principes non négociables. Cela fait maintenant environ 8 mois que j'ai déménagé. Je suis bien installé dans mon nouveau travail, qui est stimulant et gratifiant. J'ai trouvé un logement plus permanent. Pour toutes fins utiles, je vais bien. Je ne dirais pas que je suis euphorique ou transformé par les événements, mais je suis fonctionnel, stable, et j'avance dans ma vie selon un nouveau cap. La raison de ce message, de cette sorte de déballage ou de réflexion à voix haute, vient des informations qui me sont revenues concernant la situation actuelle de Sarah. Ces informations me sont parvenues principalement par 2 canaux, Clara, la sœur de Sarah,
qui m'a contacté il y a quelques mois, et indirectement, par des connaissances communes de mon ancienne ville, avec lesquelles je garde encore quelques liens professionnels très légers. Selon Clara, et confirmé par d'autres échos, l'exploration de Sarah avec James a été de courte durée et catastrophique. James, fidèle à ce qu'il avait été, n'était apparemment pas l'homme transformé qu'il prétendait être. Il aurait continué à fréquenter d'autres femmes ou serait rapidement revenu à ses anciennes habitudes dès que Sarah s'est rendue disponible. Il a mis fin à leur relation de manière abrupte environ 2 mois après que Sarah a demandé sa pause avec moi. Clara m'a confié qu'il lui avait dit ne pas être prêt pour quelque chose de sérieux, et qu'il trouvait son état émotionnel et ses attentes étouffants. À la suite de cela, Sarah s'est retrouvée dans une situation difficile. Elle avait laissé derrière elle une relation stable, avec moi. La maison dans laquelle nous vivions avait été vendue. Elle vivait chez Clara, mais cette solution est devenue compliquée en raison de l'état émotionnel de Sarah, et selon Clara, du refus persistant de Sarah d'assumer ses responsabilités. Elle rejetait souvent la faute sur moi, me reprochant d'avoir surréagi, ou sur James, qu'elle accusait de l'avoir trompé à nouveau. Les parents de Sarah ont fini par s'en mêler. Clara m'a dit qu'ils étaient profondément déçus par les choix de leur fille. Apparemment, ils m'appréciaient et attendaient le mariage avec impatience. Ils savaient déjà, à travers la précédente relation de Sarah avec James, qu'il n'était pas un homme fiable. Lorsqu'ils ont appris la séquence complète des événements, que Sarah avait demandé une pause pour être avec James, que j'avais ensuite mis fin aux fiançailles et vendu la maison, ils ont, selon Clara, pris mon parti. Pour eux, Sarah avait gâché un bel avenir par insouciance et manque de discernement. Ils lui ont fait part directement de leur désapprobation. La suite des informations que j'ai reçues, c'est que Sarah a perdu son emploi. Les détails sont flous, mais il semble que son instabilité émotionnelle et personnelle ait affecté sa performance et sa présence au travail. Elle s'est donc retrouvée sans emploi, abandonnée par James, en conflit avec sa sœur, rejetée par ses parents. Sarah était, et est apparemment toujours, sans logement fixe, ou dépendante de l'aide temporaire d'amis. Clara a fini par lui demander de quitter son appartement. Le premier contact de Clara avec moi, disait-elle, avait pour but de s'excuser pour le comportement de Sarah, et d'exprimer, de la part d'elle-même et de leurs parents, des regrets sincères sur la tournure des événements. Elle voulait aussi que je sache qu'il ne cautionnait en rien les décisions prises par Sarah. C'était une conversation surprenante, durant laquelle j'ai surtout écouté. Récemment, les supplications ont commencé. Sarah tente de me contacter à travers différents moyens, créant de nouveaux profils sur les réseaux sociaux pour m'envoyer des messages, ou appelant depuis des numéros inconnus. Les messages qui ont réussi à me parvenir, avant que je bloque à nouveau, contenaient des excuses, des demandes de seconde chance, parfois des appels à l'aide financière, d'autres fois le simple besoin de parler. Elle évoque sa situation difficile, ses remords, et prétend avoir réalisé l'ampleur de son erreur. Mais je ne demande pas si je devrais lui pardonner ou lui tendre la main. Cette porte-là est fermée, soudée, et le bâtiment tout entier a été démoli. Mes actions ont été fermes et je les assume pleinement. Si j'écris tout cela ici, sur Reddit, c'est surtout pour poser noir sur blanc la chronologie des faits, et peut-être un peu pour vider mon sac. Je ne cherche pas de conseils sur la façon d'interagir avec elle. Ma politique est simple, aucun contact. Mise à jour numéro 1. Environ 3 semaines se sont écoulées depuis ma publication initiale. J'ai lu de nombreux commentaires et messages privés. Je remercie chacun pour les points de vue partagés et le temps pris pour lire le récit dans son intégralité. Beaucoup ont raconté des expériences similaires, ou m'ont apporté leur soutien quant à la position que j'ai adoptée. Plusieurs questions sont revenues régulièrement, et je vais y répondre ici. Premièrement, beaucoup m'ont demandé des précisions sur la maison. Comme mentionné, elle était entièrement à moi. Je l'avais achetée plusieurs années avant les fiançailles, avec mes propres économies et un héritage. Le nom de Sarah n'apparaissait sur aucun document relatif à la propriété. Elle contribuait à certaines charges comme l'électricité ou les courses, comme tout partenaire ou colocataire, mais cela ne lui conférait aucun droit de propriété ou de location. Lorsque notre engagement et notre relation ont pris fin, en raison de sa volonté exprimée de poursuivre une relation avec un autre homme, sa base légitime pour vivre chez moi était annulée. Concernant ses affaires, je les ai emballées soigneusement et je lui ai offert une occasion raisonnable de les récupérer, ce qu'elle a fait, accompagnée de sa sœur. Il n'y a eu aucune expulsion illégale. Elle a été invitée à partir après avoir, en pratique, mis fin au fondement même de notre vie commune. Les serrures ont été changées pour protéger ma propriété durant la mise en vente et après la fin définitive de notre relation. Deuxièmement, certains ont trouvé ma réaction trop rapide. Mais la conversation où Sarah a demandé une pause n'était pas un moment impulsif. C'était l'aboutissement de plusieurs semaines durant lesquelles elle s'éloignait, reprenait contact avec James,
et exprimait des doutes sur notre couple. Sa demande n'était pas de prendre du recul pour réfléchir seule, mais bien de disposer d'un espace pour explorer une relation avec James. Elle a explicitement dit vouloir le fréquenter, et coucher avec lui. Il n'y avait aucune ambiguïté pour moi. C'était une déclaration claire de ses priorités. Ma réponse a donc été tout aussi claire. Je ne voulais pas être une option, ni un plan B, encore moins ce que vous appelez ici un paillasson. Troisièmement, Clara, la sœur de Sarah, a été la première dans leur famille à comprendre la situation dans son ensemble. Sarah est allée vivre chez elle tout de suite après notre conversation décisive. Naturellement, Clara lui a demandé ce qu'il s'était passé. Sarah, d'après ce que Clara m'a raconté plus tard, a d'abord tenté de présenter la situation comme si j'avais surréagi à une simple demande d'espace. Mais sous les questions de Clara, qui connaît bien sa sœur, la vérité a fini par sortir. Elle voulait vraiment fréquenter James. Clara est quelqu'un de pragmatique. Elle connaissait le passé de James, et l'avait apparemment déjà mis en garde contre lui. Ce sont Clara, puis Sarah elle-même, qui ont informé leurs parents. Leur soutien à mon égard reposait sur plusieurs éléments. D'après Clara, ils m'ont toujours apprécié, et me considéraient comme un partenaire stable et fiable pour leur fille. Ils connaissaient les trahisons passées de James, et le considéraient comme une influence destructrice. Pour eux, le fait que Sarah prenne le risque de compromettre un avenir serein, avec un mariage imminent, pour revivre une relation vouée à l'échec avec quelqu'un d'indigne de confiance, relevait d'un manque de jugement profond. Ils n'ont pas vu dans mes décisions, mettre fin à la relation, vendre la maison, la cause du problème, mais bien une conséquence directe des choix initiaux de Sarah. Leur déception portait sur ces décisions, et non sur ma réaction. Quatrièmement, certains se sont étonnés de la rapidité avec laquelle j'ai tout mis en œuvre. Mais je suis quelqu'un qui planifie. Une fois une décision prise, je tends à l'exécuter de manière efficace. Ma recherche d'emploi n'a été qu'une accélération d'un projet de reconversion professionnelle que j'envisageais déjà depuis quelque temps. Et la situation avec Sarah a été le catalyseur immédiat. Le marché immobilier, comme mentionné, était très actif. J'ai fixé un prix pour une vente rapide, privilégiant la vitesse et la certitude plutôt que de maximiser chaque euro possible. L'objectif était une rupture nette et rapide avec l'ancienne vie. Mes décisions n'étaient pas dictées par la panique. Dans les semaines suivant ma première publication, les tentatives de contact de Sarah ont continué quelque temps, puis ont commencé à diminuer après un message particulièrement direct. J'ai demandé à une connaissance commune, un ancien collègue de confiance qu'elle avait également essayé de contacter pour m'atteindre, de lui transmettre un message clair. Je l'ai autorisé à dire à Sarah sans équivoque qu'il n'y aurait aucune possibilité de réconciliation, aucune ouverture à la discussion, et que toute tentative supplémentaire de contact serait considérée comme du harcèlement. J'ai aussi précisé que je ne lui souhaitais pas de mal, mais que sa vie et ses problèmes lui appartenaient, et que je n'y serais plus mêlé de quelque manière que ce soit. C'est la seule communication que j'ai initiée, même si elle était indirecte, depuis le blocage. Je n'ai depuis maintenu aucun contact direct. J'ai également pris des mesures supplémentaires pour préserver ma vie privée. J'ai changé mon numéro de téléphone principal, une démarche fastidieuse mais nécessaire, et mis à jour les paramètres de sécurité de mes différents comptes personnels. Cela faisait partie d'un processus visant à couper proprement tous les liens. Par l'intermédiaire de Clara, qui m'a transmis une dernière mise à jour non sollicitée il y a environ une semaine, j'ai appris quelques détails supplémentaires. Après avoir rompu avec Sarah, James aurait clairement exprimé à leur connaissance commune que Sarah était trop intense et qu'elle vivait dans le passé. Selon Clara, cela a encore humilié Sarah. Sa situation professionnelle ne s'est pas améliorée. Apparemment, elle a rencontré des difficultés à retrouver un emploi, en partie à cause des circonstances de son licenciement précédent, supposé lié à un comportement inapproprié provoqué par ses problèmes personnels, et peut-être aussi en raison d'un manque de concentration lors de ses candidatures et entretiens. L'information la plus significative transmise par Clara est que Sarah avait tenté, pendant une courte période, de retourner vivre chez ses parents. Mais cette solution a également échoué. D'après Clara, ses parents lui ont offert un abri temporaire, mais ont été fermes dans leur position. Ils estimaient que Sarah devait reconnaître ses erreurs, consulter un professionnel pour ses schémas décisionnels, et prendre des mesures concrètes pour reconstruire sa vie de manière autonome, au lieu de chercher une solution miracle ou un bouc émissaire. Sarah aurait très mal réagi à cela, ce qui a intensifié les tensions. Elle a quitté leur maison après quelques semaines. Clara ne connaissait pas sa localisation exacte la dernière fois qu'elle m'a parlé, seulement qu'elle logeait temporairement chez une ancienne camarade d'université et qu'elle traversait toujours une période très difficile. Clara m'a exprimé son propre désarroi et sa frustration face à la situation, se sentant coincée entre les deux, mais elle a aussi réaffirmé que, selon elle et ses parents,
Sarah devait assumer les conséquences de ses actes pour en tirer des leçons. Elle a répété qu'il ne me tenait aucune rancune et me souhaitait le meilleur. Je l'ai remercié pour les informations, mais je n'ai pas demandé d'autres nouvelles, espérant mettre fin à ces mises à jour. Ma vie est ici désormais, et c'est sur cela que je me concentre. Mise à jour numéro 2. Environ 6 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour, ce qui fait environ 7 mois depuis ma publication initiale. Un temps conséquent est passé, laissant place à de nouvelles évolutions ou au contraire à une stagnation dans la situation de Sarah, tandis que ma propre vie a continué de se stabiliser et de progresser dans mon nouvel état. Ma situation actuelle reste positive et stable. Mon travail se passe bien, j'ai pris plus de responsabilités et je suis impliqué dans des projets intéressants. J'ai trouvé une bonne routine, noué quelques nouvelles amitiés, et exploré davantage la région. Cette nouvelle ville me paraît désormais familière. Les événements de l'année passée, bien qu'importants, me semblent de plus en plus lointains. Je ne pense plus à Sarah ni à notre relation passée. Mon attention est résolument tournée vers l'avenir. Je ne suis pas dans une nouvelle relation amoureuse, par choix. Je suis satisfait de cette phase de ma vie, consacrée à mon développement professionnel et à mes intérêts personnels. En ce qui concerne Sarah, le flux d'informations s'est, heureusement, largement tari. Clara a respecté ma volonté implicite de ne plus être informée. Je n'ai eu aucun contact direct avec Sarah ou sa famille depuis plusieurs mois. Cependant, une information importante m'a été transmise de manière indirecte il y a environ 2 mois. Elle est venue d'un ancien collègue de ma précédente ville, le même qui avait déjà relayé mon message de non-contact à Sarah. Il m'a recontacté pour une question professionnelle. Je lui avais donné mon nouveau numéro avec la condition stricte de ne pas le diffuser. Au cours de notre conversation, il m'a partagé quelque chose qu'il pensait que je devrais savoir, tout en précisant qu'il comprendrait si cela ne m'intéressait pas. Il m'a informé que Sarah avait, à un moment donné ces derniers mois, quitté l'État. Apparemment, après avoir épuisé ses options auprès de ses amis et de sa famille qui maintenaient leur position, elle aurait décidé de déménager, soit pour vivre chez un parent éloigné dans une autre région, soit pour tenter un nouveau départ total, là où personne ne connaissait son passé récent. Il n'avait pas de détails précis, seulement que Sarah ne vivait plus dans notre ancienne ville ni à proximité. Cette nouvelle de son départ ne m'a pas provoqué de réaction particulière. Cela m'a paru être une démarche logique, peut-être désespérée, pour quelqu'un dans sa position. Sarah n'a plus tenté de me contacter depuis avant ma première mise à jour, du moins pas avec succès. Mon changement de numéro, ainsi que mon blocage systématique de tous les comptes suspects ou numéros inconnus, semble avoir porté ses fruits. Ma vie a continué dans la direction que j'ai choisie. La vente de la maison, le déménagement, le nouveau travail, tout cela faisait partie d'une décision consciente de repartir à zéro, et ces objectifs ont été atteints. Il s'agira probablement de ma dernière mise à jour sur ce sujet, car je n'ai plus rien à ajouter de mon point de vue. Le flux d'informations concernant Sarah s'est pratiquement éteint, ce qui me convient parfaitement. Le but de ma publication initiale était de documenter une suite d'événements et de décisions, et cela est désormais accompli.